Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec Instant Gaming, un site qui vous permet d'acheter des jeux vidéo à des prix nettement inférieurs à tous les autres stores que vous pouvez trouver sur PC ou sur console, mais qui vous permet également d'avoir la chance, ou en tout cas une chance, de gagner le jeu vidéo de votre choix en participant à des giveaways. Un giveaway est d'ailleurs organisé ce mois-ci via le lien en description. Je vous invite donc à cliquer dessus et à croiser les doigts pour espérer pouvoir gagner le jeu qui vous fait rêver. Merci à toutes et à tous pour votre soutien, merci à Instant Gaming et je vous laisse avec la vidéo. Bonjour, vous. Avez-vous déjà été victime d'une ville ? Je vais peut-être commencer par préciser que je vais parler de villes de jeux vidéo parce que sinon c'est un peu bizarre. Peu ou prou tous les jeux vidéo comportent des villes, des villages, des lieux-dits, tout du moins quand ils sont issus d'un genre qui se prête au développement urbain. Cela dit, la plupart des jeux choisissent de faire des villages des points de passage pour le joueur, des parenthèses dans l'aventure qui viennent la ponctuer. D'autres, et c'est cela qui nous intéresse, décident de faire d'une commune unique l'espace intégral du jeu. Tu ne peux pas en sortir. Ou alors tu peux, mais t'es amené à y retourner encore et encore. Comme un étudiant qui rentre chez ses parents à chaque été. Voire même dès octobre, ça dépend de comment se passe l'année, y a pas de honte. Vous le savez peut-être depuis le temps, mais moi j'aime beaucoup la bourgade de Silent Hill. Et ben, figurez-vous qu'il n'y a pas qu'une seule ville de Silent Hill. On n'explore pas les mêmes endroits d'un jeu à l'autre. Silent Hill Origins, le 1 et le 3 forment une saga. Et les autres, dont le 2, sont un petit peu à part. Dans tous les cas, Silent Hill, c'est dans un premier temps un vrai village, bien palpable, avec des bars et des crédits immobiliers un petit peu partout. Dans un second temps, c'est l'occasion de plonger dans une zone brumeuse plus abstraite, qui va d'un enfer bâti sur une histoire de trafic de drogue et de culte maléfique à une exploration plus intimiste de choses comme des traumatismes et de la culpabilité. Et ça fait peur. Les Silent Hill ont pour point commun de ne pas te faire jouer une découverte de Silent Hill, mais un retour dans Silent Hill. Tous les protagonistes des jeux ont pour point commun d'être invités à retourner dans ce lieu lointain, parce qu'ils le valent bien. Il y en a même un qui est sous-titré Homecoming. C'est effectivement l'histoire d'un type qui rentre à la maison. Tout n'était pas parfaitement daijoubu. Je soupçonne à la météo et au gros manteau que ça a dû se passer, je sais pas, en automne, genre en octobre. Ouais, l'année elle a pas dû bien se passer, mais y a pas de honte, je vous dis. Toujours est-il que le motif de l'éternel retour, c'est une belle mise en abîme de ta condition de joueur qui retourne éternellement à Silent Hill, pour peu que Konami ne l'annule pas à l'arrache, peut-être. Cette vidéo parle de villages auxquels tu ne peux pas échapper et spoil pas mal, hein, aussi, c'est vrai. Hein. Vous trouverez un timecode, évidemment, si vous souhaitez tout esquiver. J'en profite également pour vous dire qu'on a un Patreon disponible dans la description auquel vous pouvez jeter un œil pour nous soutenir si la vidéo vous plaît. Je vous ai parlé déjà en long et en large de Persona 5, mais celui qui incarne le plus le mythe de la communauté rurale un peu paumée, c'est très certainement Persona 4. Le village s'appelle Inaba, mais j'ai peur que vous ne me trouviez un peu coquin si je m'obstine à le renommer Condé-en-Brie, comme la dernière fois. Puis bon, donner des noms de communes françaises à des villes japonaises, c'est pas si drôle que ça, voyons. Inaba est une cité dortoir japonaise en pleine zone rurale, comme il en existe des tonnes, c'est la même chose à chaque fois. C'est une ancienne cité minière dont le passé n'a plus trop de sens maintenant que l'exploitation s'est arrêtée. Je suis même certain qu'Inaba a des environnements si clichés que vous parviendrez absolument toutes et tous à identifier, ce qui fait son charme, avec sa rivière, son hôpital, son lycée et ses petits commerçants qui se font tous éteindre depuis qu'un hypermarché a été construit. Et gna gna gna, reportage sur TF1, et gna gna gna, entre tradition et modernité. Pernod et les petits artisans. Le premier problème à Inaba, c'est vraiment qu'on s'ennuie. C'est un décor gris, complètement désabusé, dans lequel on t'envoie vivre chez ton oncle flic, pendant que tes parents passent une année à travailler à l'étranger. Le deuxième problème, qui est la conséquence en fait du premier problème, c'est que sans aller jusqu'à être renfermés sur eux-mêmes, les habitants d'Inaba se connaissent tous, et les rumeurs circulent vite. De l'aveu d'une de tes alliées, les villageois parlent tout le temps des autres, mais jamais d'eux-mêmes, comme s'ils avaient peur de quelque chose. On se souvient presque plus des rumeurs que de ce qu'il s'est réellement passé. Quand l'aventure commence, Inaba est agité par le vent d'un programme mystérieux diffusé à la télé à minuit, qui n'apparaît que si tu regardes un poste éteint et surtout que tu le fais tout seul. C'est à peu près le récit le plus japonais du monde. Derrière l'esthétique de la télé qu'on mêle à la thématique de la légende et de la rumeur, je suis à peu près certain qu'on trouve toutes les références de votre choix qui passent par The Ring,
Lane et qui vont jusqu'à Vidéodrome. En tant qu'adolescent, tu es victime d'Inaba, dont tu ne peux vraiment pas sortir avec ses grands plans sur des rizières, ses murs, ses maisons qui se fissurent et sa population de vieux. Et c'est même pire que ça, puisque, comme dans les autres Persona, tu es aussi victime de ton emploi du temps d'ado, et surtout de ton train-train quotidien. Le nombre d'activités en ville est forcément limité, parce qu'un jeu vidéo c'est limité, mais là, il le justifie encore plus parce qu'à Inaba, on s'ennuie. C'est comme ça, vous êtes paumé dans la campagne. Il existe un shopping district qui aurait servi de hub cliché de boutique dans n'importe quel autre JRPG, mais cette fois-ci, c'est pris à l'envers parce que tout a fermé, faute de clients. Les Persona ont un gameplay JRPG dans des donjons qu'on oppose à des tendances beaucoup plus visual novel dans la vraie vie. Les donjons du 4, c'est des mondes de la télé, qui sont l'intériorité du personnage que tu viens sauver dedans. Lancer une excursion dans ces donjons se fait à minuit. Tu peux les finir en une seule session et de toute façon, si tu les finis pas avant une date butoir, c'est game over. T'es pas limité en temps dans le monde de la télé, tu peux grind autant que tu veux sans réelle contrainte, alors bon, tu fais rarement les donjons en plusieurs fois. Ce qui te laisse par conséquent du temps pour dompter les subtilités de la vie en Ardèche. Peut-être que je peux pas traduire les noms, mais vous m'empêcherez pas de placer Inaba en Ardèche. Pour maîtriser Persona, il faut maîtriser ton emploi du temps. Pour maîtriser ton emploi du temps, il faut réussir à intégrer le rythme de la vie à Inaba durant les phases de jour. Et par là, je veux dire quand est-ce que tu peux faire les choses. L'école obligatoire, ça va de soi. Mais il faut aussi intégrer le cycle de vie des PNJ, savoir qui fait quoi quel jour. Les Persona ont en commun, comme les Shin Megami Tensei, d'être des jeux si denses que je saurais que trop vous inviter à lire un wiki avant d'y jouer, voire même à le garder pendant. Et c'est comme ça par exemple que j'ai compris à quoi servaient les jobs. Et ça m'a fait rigoler, parce que faire la plonge, donner des cours particuliers ou faire du ménage à l'hôtel, mais attention uniquement le mercredi, le jeudi et le vendredi, c'est quand même très spécifique. Tu peux pêcher, jardiner à la maison, et t'apprends aussi à ne jamais louper le téléshopping du dimanche qui te vend souvent des bundles de ouf. Si t'es obligé d'avoir un scooter et de partir dans la ville d'à côté pour aller dans un café dans lequel t'as l'option de parler du futur avec un ami, peut-être que l'Ardèche ne te convient pas tout à fait. Ou alors à minima faut quitter Inaba pour partir vers Annonay. Tes alliés eux-mêmes expriment souvent cette idée-là, avec en tête Yosuke, le fils du patron du Super U, et Yukiko qui est censé hériter de l'auberge de ses parents. Les deux passent d'ailleurs par de longs moments quand tu arrives au bout de leur social link respectif à se décider si oui ou non ils partiront un jour et si oui ou non Inaba les dégoûte. Même Riz, une autre alliée, joue le même dilemme derrière son rôle d'idole qui plaque tout pour rentrer à la maison. Est-ce qu'à la fin on quitte Inaba ? Bah oui, parce que c'était prévu dès ton arrivée en fait. Depuis le début, il est convenu que tu ne sois là que pour une année scolaire. Une fois tes pouvoirs de dieu mis de côté, t'es un lycéen tout à fait normal. Tu as vécu ton année scolaire, tu t'es fait des amis, et plus encore si c'est ton truc, et c'est fini. Tu t'en vas, dans une cinématique absolument déchirante, un 21 mars. Non mais ça va, c'est parce que l'année scolaire au Japon c'est pas la même chose, et puis en plus tu reviens en juillet. La fin de Persona 4, c'est vraiment le protagoniste qui se dit qu'il est pas au-dessus de ça, et qu'il n'a pas besoin de plus. Il s'est fait des amis dans sa petite ville, autant en profiter, au moins jusqu'à ce qu'Atlus décide de le sortir du cimetière pour faire des spin-offs. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec South Park, c'est une série animée américaine très connue qui a débuté à la fin des années 90. On la voit surtout pour son langage fleuri et sa violence souvent complètement gratuite, parce que c'est rigolo. La vidéo est pour tout le monde, donc je vais faire de mon mieux pour esquiver tout ce qui pourrait faire peur à YouTube. Ok, alors South Park The Stick of Truth, c'est un RPG qui est sorti en 2014. C'est pas exactement le premier jeu South Park, mais en tout cas c'est le premier vrai bon jeu South Park. Et en plus c'est développé par Obsidian. La ville dans South Park, la série et surtout le jeu, c'est bien évidemment South Park. Il n'y a pas de protagoniste précis, c'est plutôt concentré sur un ensemble de personnages qui ont pour point commun d'habiter à South Park, dans le Colorado. On pense directement aux 4 garçons principaux, avec peut-être en tête Cartman, qui est probablement le personnage le plus populaire, mais c'est un raccourci. South Park, c'est une série de plus de 20 saisons, dans laquelle des personnages apparaissent et disparaissent petit à petit, en emportant avec eux des running gags qui se sont succédés, et qu'on a oubliés. South Park, la ville, c'est vraiment juste une bourgade assez banale, dans laquelle il se passe des trucs de fou qui sont vécus par des habitants dont les travers sont exagérés 1000 fois. Les bâtiments sont aussi nazes que n'importe où ailleurs. La faute à l'aménagement urbain américain. La vraie question quand on fait un jeu South Park, c'est pas de savoir comment on représente South Park, mais quel South Park on représente ?
The Stick of Truth est un jeu de 2014 qui s'inscrit dans le canon de la série. C'est pas vraiment un spin-off, il fait directement suite à l'épisode 9 de la saison 17 qui se termine lui-même par une pub pour le jeu. Le bâton de la vérité, comme il s'intitule en français, c'est un pot pourri de références aux saisons 1 à 17, avec une insistance toute spéciale sur les saisons 6 jusqu'à 11, qui sont un petit peu l'âge d'or de la série. Tu es prisonnier de South Park. Factuellement, parce que le jeu est un espace limité et ne te permet pas d'aller ailleurs, si ce n'est une fois au Canada façon RPG Famicom. Ah bah c'est comme ça au Canada, hein. Je pense que les Québécois pourront vous le confirmer. T'es aussi prisonnier de ta condition de fan de la saga à chaque fois que tu ramasses un Shin Pokémon de la saison 3, que tu fais appel au professeur KO de la 6, que t'éclates des roues cultistes de la 9, ou même quand tu vas désamorcer une arme atomique logée dans un endroit bien précis que rigoureusement ma mère m'a interdit de nommer ici. Gare aux gorilles. Maintenant, ce qui fait passer Stick of Truth de simple bon jeu à excellent titre, c'est aussi sa propension à lier l'univers de South Park et le RPG, qu'il peut faire basculer en anti-RPG à tout moment. Quand le jeu commence, tu incarnes directement un personnage qui joue lui-même un personnage. Un petit peu comme quand Omori alterne les phases de jour et de nuit. Là, tu alternes des moments où ton personnage joue RP, avec à tout moment un regard extérieur qui t'indique que ce que tu fais c'est chelou. Du style, bon par exemple, au début du jeu, quand il y a Cartman qui te dit qu'on se tape en tour par tour parce que c'était comme ça la vraie bagarre au Moyen-Âge. Le jeu a recours à une imagerie froide, ancrée dans un réel bien palpable. Autre exemple, il abuse grave d'un placement de produit pour Taco Bell qui sert un petit peu à tout justifier dans le scénario. Et pire que ça, tout le dialogue avant d'affronter le grand méchant de fin, celui qui aurait été un peu cliché en principe, c'est un très long placement de produit pour Taco Bell. C'est d'autant plus marrant que, juste après le combat, il y a Morgan Freeman qui sort de derrière des caisses en bois pour narrer un dilemme moral de déconstruire tout le trope de la fin niaise des JRPG, en utilisant évidemment pas mal de gros mots. Le combat contre le vrai boss de fin qui suit ne se fait pas lui-même sans la présence d'un vieux monsieur tout nu en arrière-plan, qui t'a quand même annoncé que t'étais le Dovahkiin. Ouais, celui de Skyrim. Tu peux pas t'échapper de South Park et surtout, tu ne peux pas t'échapper à la réalité de ces règles de série télé. On a à disposition tous les trucs des villes qu'on retrouve dans tous les RPG de la Terre, comme des déplacements rapides, des boutiques d'armes ou des quêtes secondaires avec derrière chaque choix un twist plutôt chelou. En général, c'est une référence à la série. Ravi d'avoir obtenu un trophée en terminant le jeu avec le visage de David Hasselhoff. Très amusé aussi de pouvoir invoquer Jésus qui sort ses mitraillettes, mais qui te dit que tu peux pas le faire contre les boss parce qu'il a pas envie. Il y a aussi un running gag d'ajouter tout le monde en ami sur Facebook qui est très explicitement nommé. Tout le menu du jeu réplique un réseau social assez basique dans lequel il se passe rien d'exceptionnel. Tous les équipements sont complètement des déguisements ou des objets banals, quoique marrants dans les mains d'un enfant. Même quand le jeu a été censuré en Europe, ça a été l'occasion pour Obsidian de mettre en scène des écrans bleus avec une description textuelle de ce qu'on a loupé. C'est toujours dans le propos, puisque s'il n'y a pas de censure, il n'y a pas de South Park. Et est-ce qu'à la fin tu t'en vas de South Park ? Peut-être. Il n'y avait pas de meilleure fin pour ce jeu que le sketch éternel du personnage qui s'en va en lâchant un « Oh, je vous embête, je rentre à ma maison », que je suis bien forcé de censurer, je suis désolé. Est-ce que péter sur les bonbons de ton pote déguisé en princesse / allemand méchant / zombie, ça a vraiment permis de sauver le monde ? Est-ce que tout ce qu'on a fait de manière très décousue avec les aliens, en saccageant la maison de Jimmy ou en enquêtant sur les filles, avait vraiment un rapport ? Bah non, mais à la fin, on reconstruit South Park et on est prêt à recommencer. Moi à la base j'avais prévu de parler de Yarnarm, de Bloodborne, je sais pas si vous voyez, mais en vrai Dordogne c'est pareil. Surtout Dordogne est aussi le nom d'un jeu vidéo indépendant français qu'on doit au studio Un Je ne sais quoi. Il brille avant tout pour sa direction artistique qui vient habiller la ville de Mimi, une solide trentenaire qu'on devine coincée dans une grande ville grisâtre, en mauvais termes avec son père et dont la grand-mère vient de décéder. Cette dernière, qui s'appelle Nora, a laissé à Mimi un certain nombre de souvenirs. Mimi, en retour, n'a étrangement que très peu de souvenirs de son enfance et du temps passé en Dordogne. Le jeunard donc, comment la mémoire lui revient. La moitié du temps, tu incarnes Mimi adulte. L'autre moitié, c'est l'occasion d'explorer la Dordogne rurale dans les années 80 dans la peau de Mimi avec 20 ans de moins. Et quand je dis Dordogne, c'est la véritable Dordogne. On parle de Sarlat. Mais si, enfin,
Vous connaissez Sarlat, il y a un pensionnat là-bas. C'est pas loin de Périgueux et Brive-la-Gaillarde. Passion Sud-Ouest ici. C'est à ma connaissance un des seuls jeux dans lequel tu peux faire des patates à la graisse de canard, donc c'est cool. Je ne peux bien évidemment pas partir de Sarlat, ni même de Dordogne dans Dordogne, pas plus que tu ne peux essayer de t'échapper de chez Nora. Bien sûr que non, hein, ce n'est pas ce que le jeu raconte. C'est même tout l'inverse, hein, puisque dès le début de l'histoire, Mimi adulte, elle décide de retourner en campagne, non pas pour s'y enfermer, mais pour se libérer de quelque chose qui ne va pas dans sa vie. On pourrait dire de manière plus nuancée, en disant, encore une fois, hein, que c'est un jeu dans le jeu, avec l'aventure de la petite Mimi imbriquée dans son expérience d'adulte. Je sais que l'idée paraît abstraite, hein, mais c'est pas non plus un contraste particulièrement difficile à visualiser, compte tenu du fait que les phases de Mimi adulte commencent essentiellement dans des teintes ternes et souvent sombres, avec des jeux de lumière, somme toute très clairs. Moi aussi j'adore les apéros, mais ça, c'est carrément une lumière divine. L'espace de quelques heures, tu deviens une Parisienne qui vient s'installer en province. Wouhou! La plus grande fiction là-dedans, c'est que ses pneus, ils soient restés intacts. Même quand on joue Mimi adulte, on sait d'avance que c'est un monde faussement mort qu'on explore. La maison va être vendue, on sait pas ce qu'on cherche, mais on sait qu'on va trouver quelque chose. Ce qu'on a de différent avec l'enfant, c'est principalement le point de vue sur les papiers, qu'on trouve un petit peu partout dans la maison de Nora, et qui auraient été imbitables pour un gamin en CM2, qui préfère peut-être faire des trucs comme un herbier, des reportages rigolos, ou chercher un trésor. À quel moment est-ce qu'on a arrêté d'être fun dans nos vies, hein? Pourquoi on s'est embourbé dans une vie citadine qui ne nous plaît pas? Le jeu tourne beaucoup autour de la représentation du temps. Dordogne est une expérience essentiellement narrative, dans laquelle les phases de gameplay sont surtout des prétextes à la contemplation. Les paysages sont magnifiques, mais aussi parce qu'on les voit à travers les yeux d'un enfant. La direction artistique en aquarelle, le petit cahier dans lequel on écrit des poèmes, et l'idée même de retourner dans les mêmes environnements à deux périodes différentes pour faire jouer la perception d'un même décor, c'est beaucoup de manières de représenter le temps qui passe. Pareil, dans Dordogne, on manipule essentiellement des objets qui sont surtout vus sous le regard d'un enfant pour qui tout est un prétexte à devenir un mini-jeu rigolo, ou une énigme. C'est aussi comme ça qu'on recolle les morceaux de la manière la plus instantanée qui soit avec les deux Mimi, qui abordent des choses laissées par Nora de la même manière dans le fond, jusqu'à ce qu'on arrive à mettre le doigt sur le traumatisme. Ce qui nous amène à la dernière séquence du jeu. Dordogne te propose un mini-jeu dans lequel tu diriges un canoë qui ne peut se résoudre que par une défaite. Mimi manque de se noyer, rencontre sous l'eau le coulobre, un serpent aquatique géant, parce que la Dordogne c'est aussi ça. L'accident a été un prétexte pour l'arracher à Nora qu'elle n'a jamais revue de son vivant, mais avec laquelle on s'est reconnecté à travers la narration environnementale d'un côté et les souvenirs de l'autre. Et là normalement c'est l'heure à laquelle vous vous demandez si on s'en va de Dordogne, et la réponse est bien évidemment non. C'est même tout l'inverse, puisque Mimi finit par quitter sa vie parisienne rincée pour les beaux paysages de Dordogne, en héritant de la maison. Non, et puis bon, le périph' tous les jours c'était terrible, hein, et y a plus rien à acheter dans le 16e, et j'ai pas envie d'habiter en banlieue. Et peut-être que je suis taquin aussi, c'est vrai. À la fin du jeu, Mimi trouve une dernière lettre laissée par Nora. Michel, parce qu'en fait c'était son vrai nom depuis le début, trouve aussi tout ce qu'elle a abandonné après l'accident et renoue au passage avec la couleur et la lumière qu'elle avait laissée derrière elle. Stray, c'est un jeu de 2022 dans lequel t'incarnes un chat roux et qui a pas de nom. À la suite d'un saut mal calculé dont seuls les chats roux ont le secret, tu te retrouves à errer dans une ville mystérieuse. Les premiers environnements aux frontières de l'industriel dominés par la nature verdoyante ne sauraient mentir, Stray se passe dans une cité fortifiée éclairée par des néons, pas loin du cyberpunk. La ville dans Stray, elle a pas vraiment de nom non plus, si ce n'est un sobriquet un peu froid du genre Cité Fortifiée 99. Mais j'aime pas ce nom, hein. Non pas que le caractère impersonnel de cette ville soit au centre du scénario, mais moi je vais l'appeler Sevran. L'ambiance à Sevran, elle est pas folle, hein. Le temps est complètement perdu. Tu supposes explorer une époque post-humanité puisque Sevran n'est peuplé que de corps mécaniques, habités par des intelligences artificielles. La vérité, c'est que les derniers humains ont disparu de Sevran il y a plusieurs centaines d'années, en laissant derrière eux leurs serviteurs robotiques, des machines sans instruction, pour qui le temps n'a absolument aucune valeur. D'autant plus que Sevran n'est pas simplement fortifié, elle est carrément hermétique. Aucun méca sevranais n'a eu la chance d'apercevoir le ciel depuis si longtemps que la moindre image qui le représente paraît être un mensonge. Le Lord de Stray, il est absolument cool parce qu'il ne glorifie absolument rien. Tout est froid à Sevran. Tu passes un bon moment au début du jeu sans rencontrer personne. Et même quand ça se fait, tu t'aperçois que les villageois, ils en ont rien à faire. À un tel point que eux-mêmes ne savent pas trop pourquoi ils font les choses. Y a aucun intérêt à travailler, à apporter des vêtements, à aller dans des bars ou même à tenter de sortir de l'abri.
Pourtant, à Sevran, il y a bien un danger en la présence des Urks, qui sont des bactéries mutantes initialement pensées pour avaler les déchets laissés par l'humanité. Je vous le donne en mille, elles sont tout aussi intéressées par de la viande bien humaine ou carrément du métal. Le seul moyen trouvé pour s'en débarrasser, c'est une lampe à UV, qui est fort à propos dans un monde dans lequel on ne voit pas la lumière du soleil. Malgré tout, c'est même pas vécu comme un danger particulièrement imminent. Les Sévranais délimitent vaguement des zones de sécurité, mais c'est pas particulièrement au centre de toutes les préoccupations. Par contre, ils ont répliqué de l'humanité leur goût pour la création de castes. Et vas-y qu'on met les pauvres dans un ghetto des charges et qu'on va mettre les riches dans des beaux quartiers. Tout ça alors que l'argent il existe même pas techniquement. Hors de question pour un habitant de Sevran d'en sortir, compte tenu du fait que les autorités l'interdisent depuis longtemps, sous prétexte qu'au moment où elles ont été construites, le monde extérieur était ravagé par un cataclysme. En tant que joueur par contre, dès le début, on sait que c'est plus le cas, puisqu'on en vient. Et le but de Stray dans tout ça, c'est évidemment de partir de la ville. Dans les idées géniales de Stray, il y a en première celle de n'être jamais plus qu'un chat. Alors je sais que c'est tentant de lier amélioration robotique et cyberpunk, que ça fait du gameplay rigolo, mais c'est pas mal non plus de pas partir à contre-courant de ce que tu racontes. Tu joues un chat normal, pas un cyber-chat. T'as un sac à dos avec des bidules technologiques avancées de l'an 4000 dedans, mais les pouvoirs de ton personnage c'est toujours que des trucs de chat, genre sauter, miauler, faire ses griffes, dormir et casser des trucs exprès. J'ai entendu le terme Hope Punk pour parler de Stray, en référence à l'optimisme comme ultime bastion, et ça lui donne une sacrée couleur. T'es accompagné dès le début de la partie par B12, qui est un compagnon entre grosses guillemets mécanique et surtout amnésique qui justifie ton petit sac à dos rigolo. Par contre, le temps qui passe n'a pas plus de sens pour le chat qu'il en a pour les robots. Dédicace à celui qui annonce avoir tricoté pas moins de 769 km d'écharpe. Et tout se passe dans la narration environnementale. D'un bout à l'autre du jeu, ton personnage ne peut pas parler, parce que c'est un chat. La période reste très floue, parce qu'il est complètement impossible de dater les machines. Le prop design ne trahit absolument pas une époque plutôt qu'une autre. Les environnements que tu explores jouent aussi beaucoup sur les échelles, parce qu'ils ont été pensés de A à Z par des humains. Vous n'avez pas de minimap, il n'y a même pas vraiment de HUD. D'un bout à l'autre du jeu, tu progresses dans des environnements de plus en plus propres, que même les robots présents sur place ont du mal à interpréter. Peut-être bien que tu vas trouver des panneaux qui te vendront Sevran comme la ville la plus sûre du monde, ou même qui viendra te dire à qui on doit les Urks. Mais ça, le chat, il s'en fout, hein, c'est un chat, il sait pas lire. Même la langue écrite a évolué pour une espèce de mélange entre japonais et coréen, totalement illisible pour vous et pour moi. C'est tout juste déchiffrable par B12. Nous-mêmes, on a perdu la trace de l'humanité. On sait même pas ce que c'est. La fin de Stray est à ce propos magnifique. Jusqu'à la fin, B12 incarne une idée de narration à rebours, en récupérant des segments de ses souvenirs les uns après les autres. Déjà, il te révèle sa vision lacunaire de ce qu'il voit, et au bout du jeu, tu te rends compte qu'en fait, c'est lui le dernier humain. Il a essayé de transférer sa conscience dans une machine, ça a foiré jusqu'à l'arrivée du chat. L'humanité s'est vraiment éteinte, et même là, le but, c'est pas de la faire perdurer. Elle n'est pas le sujet de Stray. B12 se sacrifie pour que le chat puisse ouvrir l'abri et partir. Le jeu ne te raconte même pas si les robots décident au final de sortir, puisque la ville, c'est aussi un peu eux. Le plafond s'ouvre, les rayons du soleil détruisent les Urks, le petit chat a ramené la lumière sur Sevran. Maintenant, question. Pour vous, est-ce que vous avez déjà regretté de partir d'une ville de jeux vidéo ? Je vis chaque jeu centré sur un unique lieu restreint comme une bouffée d'oxygène dans un paysage obsédé par des grands moments ouverts. Je dirais même que, comme dans Stray ou comme Persona, j'aime bien que la taille du monde exploré soit à l'échelle des capacités de mon bonhomme et de la portée du scénario. Les 4 jeux dont on a parlé ont pour point commun d'imposer des narrations complètement maîtrisées, dans lesquelles il y a peu de place pour la dérive. Dans ces jeux-là, je crois que regretter de partir de la ville, c'est regretter d'avoir terminé le jeu, et souvent c'est bon signe. N'oubliez pas que Dordogne est vraiment le seul jeu vidéo au monde qui propose un mini-jeu dans lequel tu fais cuire des pommes de terre à la graisse de canard, c'est Teiko. Ciao. Garogoré. T'es pas obligé de garder la version chantée.